En mars 2020, 5 étudiants de l'Université de Grenoble partaient pour ce qui devait être une simple excursion de 4 jours dans les Alpes françaises. Élise Blanc, Antoine Girard, Camille Durand, Marco Silva et Emma Larsson étaient tous des jeunes passionnés de nature, habitués aux randonnées en montagne. Ils avaient planifié leur itinéraire avec soin, informé leur famille de leur parcours et emporté tout l'équipement nécessaire pour une sortie en toute sécurité. Le 15 mars 2020, ils ne sont jamais revenus. Pendant 2 années entières, leurs familles, les autorités et les équipes de secours ont fouillé chaque sentier, chaque refuge, chaque recoin accessible de la région du massif de Belledonne. Aucune trace, aucun indice, comme s'ils s'étaient volatilisés dans l'immensité alpine. Puis, le 8 mars 2022, 2 randonneurs expérimentés ont fait une découverte qui allait enfin révéler ce qui s'était réellement passé durant ces 4 jours de mars 2020. Ce qu'ils ont trouvé dans une cabane forestière abandonnée a non seulement éclairci le mystère de la disparition, mais a également mis au jour une vérité beaucoup plus sombre et dangereuse que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'Université de Grenoble, située au cœur des Alpes françaises, attire chaque année des milliers d'étudiants du monde entier, séduits par la proximité des montagnes et la richesse des programmes académiques. En 2020, malgré les premiers signes de la pandémie qui commençait à s'installer en Europe, la vie universitaire continuait encore normalement au début du mois de mars. Élise Blanc, 22 ans, était en 3e année de biologie. Originaire de Lyon, elle était arrivée à Grenoble 3 ans plus tôt avec une passion dévorante pour la botanique alpine. Ses professeurs la décrivaient comme une étudiante brillante, méthodique, avec un sens aigu de l'observation. Elle avait grandi dans une famille de la classe moyenne, son père étant comptable et sa mère enseignante. Élise était le genre de personne qui planifiait tout dans les moindres détails, qui lisait les cartes topographiques comme d'autres lisent des romans, et qui connaissait par cœur les noms latins de la flore locale. Antoine Girard, 23 ans, était son meilleur ami depuis leur première année. Étudiant en géographie, il venait de Chambéry et avait grandi littéralement dans l'ombre du Mont Blanc. Ses parents tenaient un petit hôtel familial où Antoine avait appris très jeune à guider les touristes sur les sentiers locaux. Il était celui du groupe qui connaissait le mieux la montagne, capable de lire le temps qu'il allait faire, rien qu'en observant les nuages, de trouver un abri même dans les conditions les plus difficiles. Contrairement à Élise, Antoine était plus spontané, plus aventureux, mais jamais imprudent. Camille Durand, 21 ans, étudiait la photographie et les arts visuels. Parisienne d'origine, elle était venue à Grenoble pour s'éloigner de l'agitation de la capitale et se rapprocher de la nature qui l'inspirait tant. Toujours son appareil photo à la main, elle documentait chaque sortie, chaque rencontre, chaque moment marquant de leur vie étudiante. Ses parents, tous deux dans la publicité, avaient d'abord été réticents à son choix d'études, mais ils avaient fini par soutenir sa passion. Camille était la plus artistique du groupe, celle qui voyait la beauté là où les autres ne remarquaient que l'ordinaire. Marco Silva, 24 ans, était arrivé de l'Université de Porto dans le cadre du programme Erasmus. Il étudiait l'ingénierie forestière et avait choisi Grenoble spécifiquement pour ses recherches sur les écosystèmes alpins. Fils d'un garde forestier portugais, Marco avait hérité de l'amour de son père pour les arbres et les forêts. Il parlait un français correct, teinté d'un accent chantant qui amusait ses amis. Plus âgé que les autres, il apportait au groupe une certaine maturité et une connaissance technique des milieux forestiers qui s'avérait souvent précieuse lors de leurs excursions. Emma Larsson, 22 ans, venait de Stockholm pour étudier les sciences environnementales. Habituée aux grands espaces sauvages de Scandinavie, elle s'était rapidement adaptée aux Alpes françaises, trouvant dans ces montagnes un terrain d'étude idéal pour ses recherches sur l'impact du changement climatique sur les écosystèmes de montagne. Ses parents, tous deux chercheurs, l'avaient encouragée dans cette voie. Emma était pragmatique,
organisé, avec un esprit scientifique rigoureux qui complétait parfaitement la passion naturaliste d'Élise. Les 5 étudiants s'étaient rencontrés lors d'une sortie organisée par le club de randonnée de l'université en septembre 2019. Leurs personnalités différentes mais complémentaires avaient créé une alchimie particulière. Ils avaient rapidement pris l'habitude de partir ensemble presque tous les week-ends, explorant les sentiers du Vercors, de la Chartreuse, du massif de Belledonne. Chaque sortie était soigneusement planifiée par Élise et Antoine, documentée par Camille, enrichie par les connaissances techniques de Marco et les observations environnementales d'Emma. Le massif de Belledonne, leur destination prévue pour cette excursion de mars 2020, s'étend sur environ 40 km entre Grenoble et la vallée de la Tarentaise. Culminant à 2977 mètres au grand pic de Belledonne, ce massif moins touristique que ses voisins offre des paysages sauvages et préservés. Ces versants abritent une végétation variée, des forêts de résineux dans les vallées aux pelouses alpines, dans les zones d'altitude, en passant par des zones de landes et de rochers. C'est précisément cette diversité écologique qui attirait le groupe, chacun y trouvant matière à satisfaire ses intérêts académiques et personnels. La région était également connue pour ses nombreuses cabanes forestières et refuges abandonnés, vestiges d'une époque où l'exploitation forestière était plus intensive. Ces bâtiments, souvent situés dans des zones reculées, servaient autrefois aux bûcherons et aux bergers. Beaucoup étaient tombés en désuétude depuis les années 1970, quand les changements économiques avaient modifié les pratiques forestières et pastorales. Certains avaient été rénovés et transformés en refuges pour randonneurs, d'autres restaient abandonnés, lentement repris par la végétation. Le vendredi 13 mars 2020, les 5 amis se sont retrouvés comme convenu à 7h30 devant la résidence universitaire d'Élise. L'atmosphère était particulière ce matin-là. La France venait d'annoncer la fermeture des écoles et des rumeurs de confinement général circulaient. Mais pour ces jeunes habitués à l'insouciance de leurs 20 ans, cette excursion représentait peut-être leur dernière occasion de s'évader avant une période d'incertitude. Antoine avait emprunté la Peugeot 308 de ses parents pour le trajet. Le véhicule était équipé de pneus neige et parfaitement adapté aux routes de montagne. Marco avait vérifié la météo sur plusieurs sites. Un anticyclone stable était prévu pour les 4 jours suivants, avec des températures douces pour la saison et un risque d'avalanche faible à modéré selon le bulletin de Météo France. Leur itinéraire était précis. Ils devaient se rendre au village de la Combe de Lancey, point de départ de leur randonnée, puis emprunter le sentier qui mène au col de la Scie. Ils avaient prévu de bivouaquer 2 nuits dans la zone, une première près du lac Blanc, une seconde plus haut, vers le col des Moutons. Le retour était programmé pour le lundi 16 mars, en fin d'après-midi. Élise avait préparé des cartes détaillées au 5 millième de l'IGN, annotées de ses propres observations lors de précédentes sorties. Elle avait également téléchargé les parcours sur l'application Visorando et partagé leur itinéraire exact avec leurs familles respectives. Cette précaution, qui leur avait parfois valu des taquineries sur leur côté scout, allait s'avérer cruciale pour les recherches qui suivraient. À 8h15, ils ont fait le plein d'essence à la station-service située route de Lyon, comme l'attestent les relevés bancaires d'Antoine, consultés plus tard par les enquêteurs. Camille a acheté des pellicules supplémentaires pour son appareil argentique. Elle préférait encore ce format au numérique pour certains de ses projets artistiques. Marco a pris un café et a discuté quelques minutes avec le gérant de la station, qui se souvenait de ce groupe de jeunes parlant plusieurs langues, l'un d'eux avec un accent étranger. Le trajet jusqu'à la Combe de Lancey a duré 1 heure. Ils ont garé la voiture sur le parking situé près de l'ancienne gare du tramway, aujourd'hui transformée en point d'information touristique. À 9h45, ils ont commencé leur montée, suivant d'abord un chemin forestier bien balisé qui serpente à travers une forêt mixte de hêtres et de résineux. Marie Bonnefoy, une habitante du village qui promenait son chien ce matin-là, se souvient parfaitement de les avoir croisés vers 10h15. Ils étaient 5, bien équipés, l'air joyeux.
L'une des filles, la blonde, a dit bonjour à mon chien en français avec un accent nordique. Ils avaient de gros sacs à dos et semblaient partir pour plusieurs jours. Je me suis dit qu'ils avaient de la chance. Il faisait un temps magnifique. Vers 11h30, selon les estimations basées sur leur rythme habituel de marche, ils auraient dû atteindre le premier refuge marqué sur leur carte, le refuge de la Prat. Jean-Claude Mouret, garde forestier de l'ONF, effectuait sa tournée habituelle dans le secteur ce jour-là. Il affirme ne pas les avoir vus au refuge, mais reconnaît qu'il était possible qu'ils soient passés par un autre sentier, ou à un moment où ils se trouvaient ailleurs dans la forêt. C'est à partir de ce point que les témoignages se font plus rares. Le sentier vers le col de la Scie est moins fréquenté, surtout en cette saison encore hivernale. Les dernières traces confirmées de leur passage datent de 12h30 environ, quand Henri Javois, un berger retraité qui habite une ferme isolée sur le versant opposé de la vallée, affirme avoir vu un groupe correspondant à leur description progresser sur le sentier de crête, à environ 2 kilomètres du col. « Je les ai vus avec mes jumelles », raconte-t-il aux enquêteurs. Ils étaient 5 en file indienne, ils suivaient bien le sentier balisé. Avec ce beau temps, je me suis dit qu'ils allaient passer un excellent week-end. Après 12h30, plus aucune trace fiable. Le silence radio total. Le lundi 16 mars au soir, quand Antoine n'est pas revenu chercher sa voiture comme prévu, ses parents ont commencé à s'inquiéter. Ils ont d'abord tenté de le joindre sur son téléphone portable, sans succès. Vers 20h, après avoir contacté les familles des autres étudiants et confirmé qu'aucun d'eux n'avait donné de nouvelles, ils ont alerté la gendarmerie de Grenoble. Le capitaine Christophe Reynaud, responsable du peloton de gendarmerie de haute montagne, a immédiatement pris l'affaire en main. Connaissant parfaitement la région et habitué à ce type de situation, il a organisé dès le mardi matin une première mission de reconnaissance héliportée sur l'itinéraire prévu par le groupe. C'était une recherche classique au début, explique-t-il aujourd'hui. Un groupe de randonneurs expérimentés en retard sur leur programme, par beau temps et sur un itinéraire connu. On s'attendait à les retrouver rapidement, peut-être bloqués quelque part par une blessure ou un problème matériel. Mais le survol héliporté n'a révélé aucune trace du groupe. Aucune tente, aucun signal de détresse, aucun mouvement suspect. Le mercredi, les recherches se sont intensifiées avec l'engagement d'équipes cynotechniques et de volontaires du secours en montagne. Plus de 60 personnes ont ratissé la zone pendant 3 jours, fouillant chaque refuge, chaque abri naturel, chaque zone déboulie où un accident aurait pu se produire. La météo exceptionnellement clémente de cette période avait paradoxalement compliqué les recherches. Sans neige fraîche pour révéler des traces récentes, sans conditions météorologiques difficiles pour expliquer un éventuel égarement, les enquêteurs se retrouvaient face à une énigme. Comment 5 randonneurs expérimentés pouvaient-ils disparaître complètement sur un itinéraire qu'ils connaissaient, par beau temps et avec un équipement adapté? Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une mobilisation extraordinaire. Les familles des 5 étudiants ont créé un collectif pour coordonner leurs efforts et maintenir la pression sur les autorités. Catherine Blanc, la mère d'Élise, a pris un congé sans solde de son poste d'enseignante pour se consacrer entièrement aux recherches. Chaque week-end, elle organisait des battues de bénévoles dans différents secteurs du massif de Belledonne. « Je ne pouvais pas rester inactive », explique-t-elle 2 ans plus tard, les yeux encore humides. Élise était ma fille unique. Elle était si prudente, si organisée. Je savais qu'il leur était arrivé quelque chose de grave, mais j'avais besoin de comprendre quoi. Daniel et Sylvie Girard, les parents d'Antoine, ont utilisé leurs contacts dans le milieu de l'hôtellerie montagnarde pour faire circuler des avis de recherche dans tous les refuges et hôtels de la région. Leur établissement familial à Chambéry est devenu une sorte de quartier général officieux où se rassemblaient familles, amis et bénévoles pour coordonner les efforts. Les parents de Marco Silva ont fait le voyage depuis Porto dès qu'ils ont appris la nouvelle. Ne parlant pas français, ils se sont appuyés sur la communauté portugaise de Grenoble pour les aider dans leur démarche. L'ambassade du Portugal en France s'est également mobilisée
ajoutant une dimension diplomatique à l'affaire qui a contribué à maintenir l'attention des médias. Emma Larsson était fille unique, et ses parents, tous deux chercheurs à l'université de Stockholm, ont utilisé leurs réseaux académiques internationaux pour organiser des recherches selon des méthodes scientifiques. Ils ont financé des analyses géologiques du terrain pour identifier d'éventuelles zones d'effondrement ou de glissement de terrain qui auraient pu échapper aux premières recherches. Les parents de Camille, habitués au monde des médias par leur profession dans la publicité, ont orchestré une campagne de communication d'une efficacité redoutable. Affiches, spots radio, présence sur les réseaux sociaux, le visage souriant de leur fille et de ses 4 amis est devenu familier dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'université de Grenoble a également été profondément marquée par cette disparition. Le recteur, Jean-Marie Monteil, a organisé plusieurs cérémonies de soutien et les cours ont été temporairement suspendus dans les départements concernés. Les enseignants qui connaissaient les 5 étudiants ont tous témoigné de leur sérieux et de leur prudence, rendant leur disparition d'autant plus mystérieuse. Le confinement, décrété officiellement le 17 mars, soit un jour après la date prévue de leur retour, a compliqué considérablement les recherches. Pendant 2 mois, seuls les secours officiels ont pu accéder aux zones de montagne. Cette période d'isolement forcé a été particulièrement difficile à vivre pour les familles, contraintes à l'inactivité alors que chaque jour, sans nouvelles, aggravait leurs angoisses. À l'été 2020, quand les restrictions se sont assouplies, les recherches ont repris avec une intensité renouvelée. Des spéléologues ont exploré chaque grotte et chaque aven de la région. Des plongeurs ont sondé les lacs d'altitude. Des équipes d'alpinistes expérimentés ont inspecté les parois rocheuses les plus difficiles d'accès. En vain. L'automne 2020 a apporté son lot de faux espoirs. Un berger a signalé avoir trouvé des lambeaux de tissu rouge dans un ravin, mais l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'un vieux sac plastique décoloré. Un randonneur a affirmé avoir entendu des appels au secours dans le brouillard, mais aucune recherche ciblée n'a abouti. Un autre a photographié ce qu'il pensait être une tente orange près d'un torrent, mais l'objet s'est révélé être une bâche abandonnée par des bûcherons. L'hiver 2020-2021 a marqué un tournant psychologique pour les familles. Le capitaine Reynaud a dû leur expliquer qu'officiellement, les recherches actives seraient suspendues, même si l'enquête restait ouverte et que toute nouvelle information serait immédiatement suivie d'investigation. Cette annonce a provoqué une crise au sein du collectif des familles. Certaines ont refusé d'accepter cette décision et ont continué à organiser des recherches privées, d'autres ont commencé le douloureux processus d'acceptation de la perte. Catherine Blanc a développé ce qu'elle décrit aujourd'hui comme une véritable obsession. Chaque week-end de beau temps, elle se rendait seule sur les sentiers du massif de Beldon, persuadée qu'elle finirait par trouver un indice que les professionnels auraient manqué. Ces sorties solitaires inquiétaient sa famille et ses amis, mais elle ne pouvait s'empêcher de retourner inlassablement sur ces montagnes qui avaient englouti sa fille. « Je connaissais par cœur chaque rocher, chaque arbre de ce secteur », raconte-t-elle. « J'avais l'impression qu'en regardant assez longtemps, assez intensément, j'allais voir quelque chose que les autres avaient manqué. C'était devenu plus fort que moi. » L'année 2021 s'est écoulée dans cette douloureuse routine. Quelques nouvelles pistes ont émergé. Un témoignage tardif d'un chasseur qui affirmait avoir vu un groupe correspondant à leur description dans un secteur non exploré. L'analyse d'images satellites qui révélait des formes géométriques suspectes dans une zone boisée reculée, la découverte d'un sac à dos déchiré qui s'est finalement révélé appartenir à un autre randonneur disparu 10 ans plus tôt. Les 5 familles ont réagi différemment au passage du temps. Les Girard ont canalisé leur douleur dans l'action concrète, transformant leur hôtel en un véritable centre de ressources pour les familles confrontées à des disparitions en montagne. Les parents de Marco sont retournés au Portugal à la fin de 2021, épuisés physiquement et émotionnellement par ces mois d'attente. Ceux d'Emma ont créé une bourse d'études en son nom pour financer des recherches sur la sécurité en montagne. La communauté universitaire grenobloise a également gardé ces 5 visages en mémoire.
Leurs photos sont toujours affichées dans les couloirs des bâtiments qu'ils fréquentaient. Le club de randonnée a instauré des protocoles de sécurité renforcés et chaque nouvelle excursion commence par une minute de silence en leur mémoire. Au début de l'année 2022, une sorte de résignation douloureuse s'était installée. Les recherches médiatisées avaient cessé. Les battues de bénévoles se faisaient plus rares et seules les familles les plus déterminées continuaient leurs investigations personnelles. L'affaire commençait à rejoindre le rang de ces mystères de montagne qui hantent les Alpes, ces disparitions inexpliquées qui alimentent les conversations dans les refuges et les récits des guides locaux. Le 8 mars 2022, exactement 2 ans après le début de leur dernière aventure, Philippe Mercier et sa femme Agnès ont décidé de profiter d'une météo exceptionnellement douce pour explorer un secteur qu'ils ne connaissaient pas du massif de Belledonne. Ce couple de retraités lyonnais, tous deux anciens enseignants, pratiquait la randonnée depuis plus de 30 ans et connaissait parfaitement la région alpine. Nous cherchions un itinéraire plus sauvage, moins fréquenté que les sentiers classiques, explique Philippe Mercier. Agnès avait repéré sur une carte IGN ancienne des pointillés qui semblaient indiquer un ancien chemin forestier dans une zone que nous n'avions jamais explorée. Ce secteur, situé sur le versant nord-ouest du massif, était effectivement peu fréquenté par les randonneurs ordinaires. L'accès y était rendu difficile par un dénivelé important et l'absence de balisage récent. Les cartes modernes ne mentionnaient plus ce sentier, abandonné depuis que l'exploitation forestière avait cessé dans cette zone dans les années 1980. Vers 14h30, après 3 heures de marche dans une forêt dense de sapins et d'épicéas, le couple est arrivé dans une clairière artificielle, créée par une ancienne coupe rase. Au centre de cette clairière se dressait une cabane forestière en bois, typique des constructions utilisées par les bûcherons et les gardes forestiers dans les décennies précédentes. La cabane n'était pas indiquée sur notre carte, se souvient Agnès Mercier. Elle était à moitié cachée par la végétation qui avait repoussé autour. On s'est approché par curiosité, pensant peut-être y faire une pause et explorer un peu l'intérieur. La structure, construite en rondins de mélèze, selon la technique traditionnelle alpine, mesurait environ 6 mètres sur 4. Son toit de tôle ondulé était partiellement effondré côté sud, et des planches manquaient sur plusieurs façades. La végétation avait envahi les abords immédiats. Des ronces, des jeunes êtres et des fougères masquaient partiellement les murs extérieurs. Philippe Mercier a poussé la porte, qui a résisté quelques secondes avant de céder dans un grincement de gonds rouillés. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité, n'étant éclairé que par la lumière filtrée qui passait à travers les planches disjointes et l'ouverture créée par l'effondrement partiel du toit. Au début, on n'a rien vu d'anormal, raconte-t-il. Une table branlante, quelques étagères vides, des outils rouillés abandonnés. Le sol était jonché de feuilles mortes et de débris de bois. C'est Agnès qui a remarqué les couleurs vives dans le coin le plus sombre de la cabane. Agnès Mercier s'est approchée de ce qui ressemblait à un tas de tissus colorés. Ses yeux s'habituant à l'obscurité, elle a progressivement distingué des formes plus précises. Un sac à dos rouge et noir, un autre de couleur orange, ce qui ressemblait à un sac de couchage bleu roulé et divers objets dispersés sur le sol. J'ai d'abord pensé que c'étaient des affaires abandonnées par des randonneurs qui avaient utilisé la cabane comme abri, dit-elle. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé que les objets étaient trop nombreux, trop variés. Et puis il y avait cette impression étrange que tout avait été laissé là, précipitamment. Philippe a sorti sa lampe de poche et a éclairé systématiquement l'intérieur de la cabane. L'inventaire était troublant. 5 sacs à dos de randonnée de marque et couleurs différentes, plusieurs sacs de couchage, des vêtements éparpillés, des chaussures de marche, des bâtons de randonnée, une tente pliée, des réchauds de camping et une multitude d'objets personnels dispersés. C'est à ce moment-là qu'Agnès a trouvé le téléphone portable, continue Philippe Mercier, sa voix se faisant plus grave au souvenir de cet instant. L'appareil, un smartphone récent, était glissé dans une poche latérale de l'un des sacs à dos.
Son écran était fissuré et il ne réagissait à aucune manipulation. La batterie était complètement déchargée, mais l'appareil ne semblait pas avoir subi de dégâts majeurs, mis à part cette fissure superficielle. Agnès Mercier, ancienne documentaliste habituée à la méthode, a commencé à photographier systématiquement le contenu de la cabane avec son propre téléphone avant de rien déplacer. Ces clichés montrent un désordre qui semble effectivement témoigner d'un départ précipité. Des vêtements à moitié sortis des sacs, des objets de toilette éparpillés, des cartes de randonnée froissées et tachées. Nous avons immédiatement compris que nous étions face à quelque chose d'important, explique Philippe. Ces affaires avaient été abandonnées là depuis longtemps, mais elles étaient en trop bon état et trop nombreuses pour appartenir à un seul randonneur. Et puis il y avait ce côté dramatique de la scène. Parmi les objets découverts, certains ont immédiatement attiré leur attention. Un appareil photo argentique dont le boîtier portait une étiquette avec le prénom Camille. Un carnet de notes météorologiques écrit en français, mais avec des annotations dans ce qui ressemblait à du portugais, et un guide de la flore alpine annoté au nom d'Élise Blanc. Le couple a immédiatement fait le lien avec l'affaire des 5 étudiants disparus 2 ans plus tôt. L'histoire avait marqué la région, et les visages des jeunes étaient encore présents dans beaucoup d'esprits, grâce aux campagnes d'affichage menées par leurs familles. Nous avons touché le moins d'objets possible, et nous sommes redescendus immédiatement pour alerter les autorités, précise Agnès Mercier. Nous savions que nous venions peut-être de découvrir la clé de ce mystère qui hantait la région depuis 2 ans. L'appel des époux Mercier est arrivé sur le standard de la gendarmerie de Grenoble à 17h45, le 8 mars 2022. Le capitaine Reynaud, qui n'avait jamais cessé de penser à cette affaire, s'est immédiatement rendu sur place avec une équipe de la police scientifique et technique. L'accès à la cabane s'est révélé plus compliqué que prévu. Le sentier, emprunté par les Mercier, était à peine praticable, et il a fallu débroussailler pour permettre le passage des équipes avec leur matériel. L'hélicoptère de la gendarmerie n'a pas pu se poser dans la clairière à cause des arbres, contraignant les enquêteurs à une marche d'approche de plus de 2 heures. Quand nous sommes arrivés sur place vers 20h30, il commençait à faire sombre, se souvient le capitaine Reynaud. Nous avons sécurisé le périmètre et décidé d'attendre le lendemain matin pour commencer les investigations détaillées. Cette cabane était potentiellement une scène de crime et nous ne pouvions pas nous permettre de contaminer d'éventuelles preuves. La nuit du 8 au 9 mars a été longue pour les familles des disparus. Les Mercier avaient contacté la presse locale avant même d'appeler la gendarmerie et l'information s'était rapidement propagée. Vers 22h, les chaînes de télévision régionales diffusaient déjà la nouvelle de cette découverte, qui relançait l'une des affaires de disparition les plus médiatisées de la région. Catherine Blanc n'a pas fermé l'œil de la nuit. J'étais partagée entre l'espoir et l'angoisse, explique-t-elle. D'un côté, enfin une piste concrète après tout an de néant. De l'autre, la terreur de ce que nous allions découvrir. Le matin du 9 mars, une véritable expédition s'est organisée vers la cabane forestière. Outre les enquêteurs et les techniciens de la police scientifique, l'équipe comprenait un médecin légiste, des spécialistes en anthropologie judiciaire et même un expert en technologie numérique pour analyser le téléphone portable découvert. L'examen minutieux de la cabane a duré toute la journée. Chaque objet a été photographié in situ, répertorié, puis prélevé selon les protocoles judiciaires stricts. L'inventaire complet était impressionnant. Les affaires personnelles correspondaient effectivement à 5 personnes différentes, et plusieurs éléments permettaient d'établir un lien quasi certain avec les étudiants disparus. L'appareil photo de Camille contenait encore une pellicule non développée. Les carnets de notes trouvés dans le sac de Marco portaient sa signature et contenaient des observations botaniques en portugais. Le guide de flore alpine annoté par Élise contenait des commentaires manuscrits de sa main, confirmés par comparaison avec ses notes de cours conservées à l'université. Mais c'est l'analyse du téléphone portable qui allait révéler les éléments les plus troublants. L'expert en technologie numérique, Christophe Delorme,
a réussi à le remettre en marche après plusieurs heures de travail minutieux sur les circuits internes endommagés par l'humidité. L'appareil était un iPhone 11 appartenant à Emma Larson, selon les informations d'identification du compte Apple, explique-t-il. La mémoire interne était partiellement corrompue, mais j'ai pu récupérer une grande partie des données, notamment les photos et vidéos prises dans les jours précédant la disparition. Les dernières images datées dans le téléphone remontaient au 15 mars 2020, soit le dernier jour où le groupe avait été aperçu vivant. Les premières photos montraient le début de leur randonnée. Les 5 amis souriants devant la voiture garée à la combe de Lancey, puis des clichés classiques de leur progression sur les sentiers, paysages alpins, pause déjeuner, bivouac du premier soir. Mais à partir du 14 mars au soir, le contenu changeait radicalement de nature. Les images du 14 mars montraient d'abord leur deuxième campement, installé comme prévu près du lac Blanc. Les 5 amis semblaient détendus, cuisinant leur repas du soir sur leur réchaud de camping, profitant du coucher de soleil sur les sommets environnants. Emma avait photographié le reflet des montagnes dans les eaux calmes du lac, des clichés d'une beauté saisissante qui contrastaient dramatiquement avec ce qui allait suivre. Puis, vers 21h30 selon l'horodatage des photos, on découvrait une série d'images floues, prises manifestement à la hâte et dans de mauvaises conditions d'éclairage. Ces clichés montraient ce qui ressemblait à une clairière artificielle, avec des rangées ordonnées de jeunes plants. L'expert de l'ORM a dû utiliser des logiciels de traitement d'images avancés pour révéler les détails cachés dans ces photos sous-exposées. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est la géométrie parfaite de cette plantation, explique-t-il. On voyait clairement des lignes droites, des espacements réguliers entre les plans, une organisation qui ne correspondait pas du tout à une repousse naturelle de la forêt. Une des photos montrait Marco en train d'examiner de près l'une de ses jeunes pousses. Son expression, même dans la pénombre, trahissait une surprise évidente. L'ingénieur forestier portugais avait visiblement reconnu quelque chose d'inhabituel dans cette plantation ordonnée au milieu de la forêt alpine. Les images suivantes, datées du 15 mars vers 6 heures du matin, révélaient l'ampleur réelle de leur découverte. Emma avait photographié méthodiquement plusieurs sections de cette plantation cachée. On distinguait clairement des centaines, peut-être des milliers de plants organisés en rangées parfaites, protégés par un système d'irrigation artisanal mais efficace et partiellement dissimulés sous des filets de camouflage vert. Quand j'ai vu ces images, j'ai immédiatement compris de quoi il s'agissait, confie le capitaine Reynaud. Cette plantation correspondait exactement aux descriptions que nous avions dans nos dossiers concernant les cultures de cannabis à grande échelle. L'organisation, les techniques de camouflage, l'emplacement isolé, tout concordait. Une série de photos montrait également un petit campement rudimentaire installé en bordure de la plantation. 2 tentes militaires, des bidons d'eau, des outils agricoles, et ce qui ressemblait à un générateur électrique camouflé sous une bâche. Visiblement, cette opération n'était pas abandonnée, mais activement entretenue par des personnes qui vivaient sur place. Les dernières images récupérables du téléphone d'Emma étaient les plus troublantes. Prises vers 8h30 le 15 mars, elles montraient les 5 amis en pleine discussion, visiblement agités. On les voyait pointer du doigt vers différentes directions, consulter leurs cartes, et leurs expressions trahissaient une inquiétude grandissante. Une vidéo de quelques secondes, la dernière enregistrée sur l'appareil, montrait Antoine en train de chuchoter à l'objectif. « On ne devrait pas être ici, il faut qu'on parte, et vite. Marco dit que c'est une plantation de cannabis industriel. Si on nous trouve ici... » La vidéo s'interrompait brutalement. L'analyse technique de Christophe Delorme a également révélé que le téléphone avait tenté d'envoyer plusieurs messages dans la matinée du 15 mars, mais tous avaient échoué faute de réseau dans cette zone reculée. Ces messages non envoyés, retrouvés dans la mémoire cache de l'appareil, étaient particulièrement révélateurs. Le message destiné aux parents d'Emma disait simplement « Sommes tombés sur quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Rentrons plus tôt que prévu. Ne vous inquiétez pas. »
Un autre message, adressé à sa sœur restée en Suède, était plus explicite. Découvert plantation illégale énorme en montagne. Prenons photo comme preuve, puis partons immédiatement. Ces révélations ont immédiatement changé la nature de l'enquête. Il ne s'agissait plus d'une simple disparition en montagne, mais potentiellement d'un crime lié au trafic de stupéfiants. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a immédiatement saisi la section anti-narcotique et ordonné des investigations approfondies sur cette plantation que les étudiants avaient découverte par hasard. Nous nous sommes trouvés face à un scénario que nous n'avions jamais envisagé, explique le capitaine Reynaud. 5 jeunes gens innocents étaient tombés sur une opération criminelle de grande envergure et avaient eu le réflexe de documenter leur découverte. Cela changeait complètement notre approche de l'affaire. Les équipes cynophiles spécialisées dans la détection de stupéfiants ont été immédiatement déployées dans la zone. Guidés par les coordonnées GPS approximatives extraites des métadonnées des photos, les enquêteurs ont localisé la plantation en question dans un secteur particulièrement reculé du versant nord du massif, à environ 8 km de l'itinéraire initial prévu par les étudiants. La découverte sur le terrain a dépassé toutes les attentes. La plantation s'étendait sur près de 3 hectares, parfaitement dissimulée dans une ancienne zone de coupe forestière. Les plants, arrivés à maturité, représentaient une valeur marchande, estimée à plusieurs millions d'euros. L'installation était sophistiquée. Système d'irrigation automatisé, engrais professionnels, équipements de surveillance et même des panneaux solaires camouflés pour alimenter l'ensemble. C'était une opération industrielle, pas du bricolage de petits dealers, précise le commandant Patricia Duval, responsable de la section anti-narcotique. L'investissement initial devait se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Nous étions face à une organisation criminelle structurée. L'analyse de la plantation a révélé qu'elle était en activité depuis au moins 3 ans. Les techniques utilisées, la qualité des installations et l'organisation logistique témoignaient d'un savoir-faire professionnel. Les enquêteurs ont également découvert des traces d'occupation récentes. Des cendres de feux de camp datant de quelques jours, des emballages alimentaires et des traces de passage de véhicules tout-terrain sur d'anciens chemins forestiers. Cette découverte a déclenché une vaste opération de surveillance de la zone. Des caméras de chasse ont été installées discrètement autour de la plantation et des équipes se sont relayées pour observer les lieux en permanence. L'objectif était double: identifier les responsables de cette opération et comprendre ce qui avait pu arriver aux 5 étudiants qui l'avaient découverte 2 ans plus tôt. Pendant ce temps, l'analyse des autres objets trouvés dans la cabane forestière apportait des éléments troublants supplémentaires. Les sacs de couchage portaient des traces de sang séché en quantité insuffisante pour évoquer des blessures mortelles, mais suffisantes pour confirmer que leur propriétaire avait été blessé. L'analyse ADN confirmait qu'il s'agissait bien du sang des 5 étudiants disparus. Les vêtements retrouvés montraient également des signes de déchirure et d'usure anormale. Plusieurs pièces étaient tachées de terre et de végétaux, suggérant une course ou une chute dans des conditions difficiles. Les chaussures de randonnée présentaient des traces d'usure excessive au niveau des semelles, compatibles avec une marche forcée sur terrain accidenté. L'appareil photo argentique de Camille, une fois développé dans les laboratoires de la police scientifique, a révélé des images complémentaires de leur découverte. Contrairement aux photos numériques d'Emma, celles de Camille montraient des détails plus artistiques, mais tout aussi révélateurs. Des gros plans sur les plants de cannabis, des cadrages mettant en valeur l'artificialité de cette plantation au cœur de la nature sauvage, et plusieurs portraits de ses amis découvrant progressivement l'ampleur de leurs trouvailles. Une photo particulièrement poignante montrait les 5 amis réunis en cercle, penchés sur leurs cartes, visiblement en train de discuter de la conduite à tenir. Leurs expressions étaient graves, et on pouvait deviner l'intensité de leur débat. Cette image est devenue symbolique pour les familles, témoignant des derniers moments où leurs enfants étaient encore ensemble et vivants. L'enquête a également révélé que cette zone avait fait l'objet de plusieurs aménagements forestiers officiels dans les années précédentes.
Un programme de reboisement financé par l'Union européenne avait été mis en œuvre entre 2015 et 2018, sous la supervision de la Direction départementale des territoires de l'Isère. Ces travaux légitimes avaient servi de couverture parfaite pour l'installation clandestine de la plantation de cannabis. Les trafiquants avaient profité des passages d'engins de chantier et des ouvertures de pistes forestières pour installer leur matériel, explique l'inspecteur Marc Fontaine, spécialisé dans les affaires environnementales. Une fois les travaux officiels terminés et les équipes parties, ils avaient eu le terrain libre pour développer leur activité criminelle. Cette révélation a orienté l'enquête vers l'analyse des entreprises ayant participé aux travaux de reboisement. Les enquêteurs ont épluché les contrats, les factures, les plannings d'intervention, cherchant des anomalies qui auraient pu masquer l'installation de la plantation illégale. Cette piste administrative, longue et fastidieuse, allait s'avérer décisive pour identifier les responsables. Les familles des 5 étudiants ont vécu cette période avec des sentiments contradictoires. D'un côté, enfin des éléments concrets permettaient de comprendre ce qui avait pu arriver à leurs enfants. De l'autre, la nature criminelle de l'affaire faisait craindre le pire quant à leur sort. Quand nous avons appris qu'ils étaient tombés sur une plantation de drogue, j'ai tout de suite compris qu'ils couraient un danger mortel, confie Catherine Blanc. Des gens capables d'investir des millions dans une telle opération n'hésiteraient pas à éliminer des témoins gênants. Les parents de Marco Silva, revenus précipitamment du Portugal dès l'annonce de ces découvertes, ont été particulièrement bouleversés par le rôle qu'avait joué leur fils dans l'identification de la plantation. Ses connaissances en ingénierie forestière avaient visiblement permis au groupe de comprendre immédiatement qu'ils étaient face à une opération criminelle d'envergure. Marco était passionné par son métier, il connaissait parfaitement les techniques de culture et de sylviculture, explique son père, João Silva. S'il a dit aux autres que c'était du cannabis, c'est qu'il en était absolument certain. Et s'il a dit qu'il fallait partir vite, c'est qu'il avait mesuré le danger. L'expertise botanique commandée par les enquêteurs a confirmé l'analyse instinctive de Marco. Les plants découverts dans la plantation étaient des variétés hybrides de cannabis à haute teneur en THC, spécialement sélectionnées pour leur adaptation au climat montagnard et leur résistance aux variations de température. Cette sophistication confirmait le caractère professionnel et organisé de l'opération. La valeur de la production était colossale. Selon les estimations des experts, chaque plante arrivée à maturité pouvait produire entre 500 grammes et 1 kg de cannabis séché. Avec plus de 2000 plants répartis sur les 3 hectares de la plantation, la récolte annuelle représentait une valeur marchande comprise entre 8 et 15 millions d'euros sur le marché de détail. Ces chiffres ont permis aux enquêteurs de mieux cerner le profil des responsables. Il ne s'agissait manifestement pas d'une opération artisanale, mais d'une véritable entreprise criminelle, disposant de capitaux importants, de compétences techniques avancées et probablement de complicité pour écouler une production de cette ampleur. L'installation de surveillance autour de la plantation a rapidement porté ses fruits. Dès la 3e nuit, les caméras ont enregistré la présence de 2 hommes arrivés à bord d'un quad, venus visiblement effectuer une tournée de contrôle de routine. Leurs gestes assurés et leur connaissance parfaite des lieux confirmaient qu'ils étaient les gestionnaires habituels de cette plantation clandestine. Ces images, d'une qualité suffisante pour permettre une identification, ont été immédiatement transmises aux services de renseignement criminel. La confrontation avec les fichiers existants a donné des résultats rapidement. Les 2 hommes étaient connus des services de police, avec des antécédents liés au trafic de stupéfiants et à la criminalité organisée. Le premier homme identifié était Karim Ben Ali, 34 ans, originaire de Marseille, condamné à 2 reprises pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Ces dernières condamnations remontaient à 2015, après quoi il avait apparemment disparu de la circulation, échappant à la surveillance policière en s'installant dans cette région reculée des Alpes. Le second était Dimitri Volkov, 41 ans,
de nationalité bulgare, fiché par Interpol pour ses liens avec des réseaux de criminalité organisée spécialisés dans la production et le trafic de cannabis à l'échelle européenne. Son expertise technique en horticulture criminelle était réputée dans les milieux spécialisés et sa présence confirmait le caractère international de l'opération. Fort de ces identifications, le procureur Vaillant a ordonné une surveillance rapprochée des deux suspects. L'objectif était double: les arrêter en flagrant délit pour démanteler définitivement le réseau et surtout obtenir des informations sur le sort des 5 étudiants disparus 2 ans plus tôt. L'opération de surveillance a révélé que Ben Ali et Volkov ne vivaient pas sur place en permanence. Ils se rendaient sur la plantation 2 à 3 fois par semaine, arrivant généralement en fin d'après-midi par un ancien chemin forestier accessible uniquement en véhicule tout-terrain. Leur visite durait généralement entre 4 et 6 heures, le temps d'effectuer l'entretien nécessaire et de vérifier l'état de la production. Le 23 mars 2022, les enquêteurs ont décidé de passer à l'action. Une opération d'envergure a été mise en place, mobilisant les équipes du GIGN, spécialisées dans les interventions en milieu naturel, les services antinarcotiques et les unités cynophiles. L'objectif était d'arrêter les 2 hommes sur le fait et de saisir l'intégralité de la plantation. L'intervention s'est déroulée à 17h30, au moment où Ben Ali et Volkov effectuaient leur tournée habituelle. Pris par surprise au milieu de la plantation, ils n'ont opposé aucune résistance face aux forces de l'ordre lourdement armées qui les encerclaient. La saisie du matériel et des plans a nécessité l'intervention d'un hélicoptère cargo pour évacuer l'ensemble vers les laboratoires d'analyse. C'est lors de la garde à vue de Karim Ben Ali que l'enquête a pris un tournant décisif. Confronté aux preuves photographiques trouvées dans le téléphone d'Emma et à la certitude d'une condamnation lourde, le Marseillais a commencé à négocier sa coopération avec les enquêteurs. Il a d'abord nié toute implication dans la disparition des étudiants, se souvient le capitaine Reynaud. Mais quand nous lui avons montré les photos qu'ils avaient prises de sa plantation, il a compris qu'il était dans une impasse. C'est là qu'il a commencé à parler. Les révélations de Ben Ali ont reconstitué le drame du 15 mars 2020. Ce matin-là, lui et Volkov effectuèrent leur tournée de contrôle hebdomadaire quand ils avaient découvert les traces de passage des 5 étudiants. Empreintes de chaussures de randonnée dans la terre humide, branches cassées, et surtout des mégots de cigarettes et des emballages alimentaires abandonnés près de la plantation. Ils avaient immédiatement compris que leur installation avait été découverte, explique Ben Ali lors de son interrogatoire. Dimitri était fou de rage. Il disait qu'il fallait retrouver ces intrus avant qu'ils n'aillent tout raconter aux flics. Grâce à leur connaissance du terrain et à leur équipement tout-terrain, les 2 hommes avaient rapidement retrouvé la trace des étudiants. Le groupe, chargé de leurs sacs de randonnée et évoluant sur des sentiers difficiles, progressait beaucoup plus lentement que leurs poursuivants motorisés. Nous les avons rattrapés vers midi, près du col des Moutons, continue Ben Ali. Ils étaient en train de faire une pause déjeuner. Quand ils nous ont vus arriver, ils ont tout de suite compris qu'il y avait un problème. La confrontation qui a suivi marque le basculement tragique de cette histoire. Volkov, armé d'un pistolet automatique, avait exigé que les étudiants lui remettent tous leurs appareils photo et téléphones. Emma avait tenté de cacher son smartphone dans son sac, mais Antoine avait craqué sous la pression et avait révélé sa présence aux 2 hommes. Le Bulgare a regardé les photos sur le téléphone de la fille suédoise, raconte Ben Ali. Quand il a vu qu'ils avaient tout photographié, notre plantation, nos installations, même nos visages sur certaines images, il est devenu complètement fou. Volkov avait alors pris une décision radicale. Les 5 témoins représentaient un danger mortel pour leur opération à plusieurs millions d'euros. Ils ne pouvaient pas être relâchés. Sous la menace de son arme, il avait contraint les étudiants à le suivre vers un secteur encore plus reculé de la montagne. J'ai essayé de le raisonner, affirme Ben Ali. Je lui ai dit qu'on pouvait juste détruire leurs appareils et les laisser partir avec une menace. Mais Dimitri ne voulait rien entendre. Il disait qu'ils étaient trop dangereux, qu'ils nous dénonceraient dès leur retour. La marche forcée qui a suivi a duré plusieurs heures.
Les 5 amis, terrorisés mais tentant de garder leur calme, ont été contraints de porter leurs sacs jusqu'à la cabane forestière où leurs affaires seraient retrouvées 2 ans plus tard. Ce bâtiment abandonné, connu des 2 trafiquants, leur servait occasionnellement de base arrière pour leur surveillance de la plantation. C'est dans cette cabane que s'est joué le drame final. Volkov avait l'intention d'éliminer les 5 témoins, puis de faire disparaître leurs corps dans les nombreuses crevasses et éboulis de la région. Mais les étudiants, comprenant qu'ils jouaient leur vie, avaient tenté une manœuvre désespérée. Ils ont essayé de s'enfuir tous en même temps, raconte Ben Ali, visiblement marqué par ce souvenir. Le grand brun, Antoine, s'est jeté sur Dimitri pour lui arracher son arme. Les autres ont couru dans toutes les directions. La bagarre qui a suivi a été brève mais violente. Antoine, malgré son courage, n'était pas de taille face à Volkov, ancien militaire endurci. Plusieurs coups de feu ont été tirés dans la confusion. Quand le calme est revenu, le jeune Français gisait au sol, mortellement blessé. Les autres avaient réussi à s'échapper dans la forêt, continue Ben Ali. Mais ils n'avaient nulle part où aller. Nous connaissions la région par cœur. Et eux étaient perdus, sans leur carte, sans leur téléphone. Dimitri les a traqués un par un pendant les heures qui ont suivi. Les détails qui suivent dans le témoignage de Ben Ali sont d'une cruauté glaçante. Emma a été rattrapée la première, épuisée par sa course dans les sous-bois difficiles. Puis Camille, qui s'était cachée dans un amas rocheux, mais avait fini par être découverte. Élise et Marco ont résisté plus longtemps, utilisant leurs connaissances en montagne pour tenter d'échapper à leurs poursuivants. Mais ils ont finalement succombé à l'épuisement et à la supériorité tactique de Volkov. « J'ai supplié Dimitri d'arrêter », affirme Ben Ali. « C'étaient des gosses innocents, ils ne méritaient pas ça, mais il était trop tard. Il disait qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. » Les corps des 5 étudiants ont été dissimulés dans une crevasse profonde, située à plus de 10 kilomètres de la cabane forestière, dans un secteur totalement inaccessible aux randonneurs ordinaires. Volkov connaissait cet endroit pour y avoir déjà fait disparaître d'autres preuves gênantes liées à leurs activités criminelles. Il m'a dit que personne ne les retrouverait jamais là-bas, que la montagne garderait leurs secrets, raconte Ben Ali. Nous avons passé 2 jours à effacer toutes les traces de notre passage et de leur présence. L'aveu de Karim Ben Ali a permis aux enquêteurs de localiser précisément la crevasse où reposaient les dépouilles des 5 étudiants. L'accès à cette zone a nécessité une opération technique complexe, mobilisant des spéléologues professionnels et des équipes de secours spécialisées en milieu souterrain. Le 2 avril 2022, après 3 semaines d'investigation minutieuse, les corps d'Élise Blanc, Antoine Girard, Camille Durand, Marco Silva et Emma Larsson ont été formellement identifiés et remontés à la surface. L'état de conservation, favorisé par les conditions particulières de la crevasse, a permis aux médecins légistes de confirmer les circonstances de leur décès, compatibles avec le récit de Ben Ali. Les analyses balistiques ont révélé qu'Antoine avait été tué par balle, tandis que les 4 autres étudiants présentaient des traumatismes compatibles avec des coups portés à l'arme blanche ou contondante. L'expertise médico-légale a également mis en évidence des signes de lutte et de résistance, confirmant leur tentative désespérée d'échapper à leurs agresseurs. Dimitri Volkov, confronté aux aveux de son complice et aux preuves médico-légales, a finalement reconnu sa responsabilité dans le quintuple homicide. Son profil psychologique, établi par les experts judiciaires, révélait une personnalité antisociale, marquée par une absence totale d'empathie et une propension à la violence extrême pour protéger ses intérêts criminels. L'enquête approfondie sur le réseau criminel a révélé l'ampleur de leur organisation. La plantation du massif de Beldon n'était qu'un maillon d'une chaîne internationale qui s'étendait de la Bulgarie aux Pays-Bas, en passant par la France et l'Espagne. Les profits générés se comptaient en dizaines de millions d'euros annuels, blanchis à travers un réseau complexe d'entreprises fictives et d'investissements immobiliers.
17 personnes ont finalement été interpellées dans le cadre de cette enquête élargie, démontrant que la mort des 5 étudiants n'était qu'un épisode tragique d'une criminalité organisée de grande envergure. Les saisies effectuées ont représenté plus de 50 tonnes de cannabis, plusieurs millions d'euros en espèces et de nombreux biens immobiliers acquis avec les profits du trafic. Le procès de Karim Ben Ali et Dimitri Volkov s'est ouvert devant la cour d'assises de l'Isère en septembre 2023. Les 2 hommes ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans pour Volkov, considéré comme l'auteur principal des homicides. Les familles des 5 victimes, présentes tout au long des débats, ont enfin obtenu les réponses à leurs questions douloureuses. Catherine Blanc, qui avait consacré 2 années de sa vie à rechercher sa fille, a déclaré à l'issue du verdict « Rien ne nous rendra nos enfants, mais au moins nous savons maintenant ce qui leur est arrivé. Ils sont morts parce qu'ils ont eu la malchance de découvrir les activités de ces criminels et le courage de vouloir les dénoncer. » L'affaire a également eu des répercussions importantes sur les politiques de sécurité en montagne. Les autorités ont renforcé la surveillance des zones reculées des massifs alpins, particulièrement celles ayant fait l'objet de travaux forestiers récents. Des protocoles spéciaux ont été mis en place pour détecter plus rapidement les installations clandestines qui pourraient utiliser la couverture des programmes de reboisement. L'Université de Grenoble a créé la bourse Élise, Antoine, Camille, Marco et Emma pour financer des recherches sur la sécurité environnementale et la lutte contre les activités criminelles en milieu naturel. Leurs noms sont désormais gravés dans le hall principal de l'université, accompagnés d'une plaque qui rappelle leur passion commune pour la montagne et leur engagement pour la protection de l'environnement. Le massif de Belledonne, théâtre de ce drame, a retrouvé sa sérénité. La plantation criminelle a été entièrement détruite et la zone a fait l'objet d'un programme de restauration écologique pour effacer les traces de cette exploitation illégale. Aujourd'hui, des randonneurs parcourent à nouveau ces sentiers, ignorant souvent l'histoire tragique qui s'y est déroulée. Philippe et Agnès Mercier, les randonneurs qui ont découvert la cabane forestière, continuent leurs explorations alpines, mais ils portent désormais un regard différent sur ces montagnes qu'ils croyaient connaître. Cette histoire nous a appris que même dans les endroits les plus reculés, les plus purs en apparence, peuvent se cacher des réalités sombres, confie Philippe. Nous marchons maintenant avec une conscience différente de ce qui peut se dissimuler derrière la beauté des paysages. Les 5 étudiants reposent aujourd'hui dans leurs villes natales respectives, entourés de l'affection de leurs proches et de la reconnaissance de ceux qui ont été touchés par leur histoire. Leurs dernières photos, retrouvées dans le téléphone d'Emma, témoignent à jamais de leur courage face aux dangers et de leur détermination à révéler la vérité, même au prix de leur vie. Cette affaire reste dans les annales judiciaires comme l'un des cas les plus troublants de criminalité organisée ayant touché des victimes innocentes. Elle illustre tragiquement comment la rencontre fortuite entre l'innocence et le crime peut basculer dans l'horreur, transformant une simple randonnée entre amis en un drame qui marquera à jamais ceux qui l'ont vécu. Le souvenir d'Élise, Antoine, Camille, Marco et Emma perdure à travers les témoignages de ceux qui les ont connus, les initiatives créées en leur mémoire et cette histoire qui révèle comment 5 jeunes gens passionnés de nature ont payé de leur vie leur rencontre malheureuse avec la face cachée de nos montagnes. Cette affaire nous montre à quel point la criminalité organisée peut s'immiscer dans les espaces les plus préservés de notre territoire, transformant des lieux de beauté et de paix en théâtre d'activités criminelles dangereuses. Elle révèle aussi le courage de ces 5 jeunes qui, face au danger, ont choisi de documenter ce qu'ils découvraient plutôt que de fermer les yeux. Aviez-vous perçu les signes inquiétants tout au long de cette histoire? Auriez-vous réagi différemment à leur place? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres affaires criminelles résolues. Mettez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères judiciaires et aux enquêtes criminelles.